Issu d'une famille de très vieille noblesse, François de Salignac de la Motte-Fénelon est ordonné prêtre en 1675 et se trouve chargé par l'archevêque de Paris de la direction des Nouvelles catholiques, une institution où l'on rééduquait les jeunes protestantes récemment converties au catholicisme. Il assuma cette charge durant 10 ans et écrivit un traité de l'éducation des filles. Il se lia d'amitié avec Bossuet, qui le recommanda à Louis XIV. Celui-ci, en 1689, le choisit comme précepteur de son petit-fils, le duc de Bourgogne, nature difficile, que Fénelon sut cependant dompter selon ses méthodes habituelles de patience, tolérance et ténacité conjuguées. Ses qualités de sensibilité et d'imagination se retrouvent dans le voyage dans l'île des Plaisirs. Après avoir longtemps vogué sur la mer Pacifique, nous aperçûmes de loin une île de sucre avec des montagnes de compotes, des rochers de sucre candy et de caramel, et des rivières de sirop qui coulaient dans la campagne. Les habitants, qui étaient fort friands, léchaient tous les chemins et suçaient leurs doigts après les avoir trempés dans les fleuves. Il y avait aussi des forêts de réglisse et de grands arbres d'où tombaient des gaufres que le vent emportait dans la bouche des voyageurs, si peu qu'elle fût ouverte. Comme tant de douceurs nous parurent fades, nous voulûmes passer en un autre pays où l'on pût trouver des mets d'un goût plus relevé. On nous assura qu'il y avait à 10 lieues de là une autre île où il y avait des mines de jambon, de saucisses et de ragoûts poivrés. On les creusait comme on creuse les mines d'or au Pérou. On y trouvait aussi des ruisseaux de sauce à l'oignon. Les murailles des maisons sont des croûtes de pâté. Il y pleut du vin rouge quand le temps est chargé, et dans les plus beaux jours, la rosée du matin est toujours semblable au vin grec ou à celui de Saint-Laurent. Pour passer dans cette île, nous fîmes mettre sur le port de celle d'où nous voulions partir 12 hommes d'une grosseur prodigieuse, et qu'on avait endormis. Ils soufflaient si fort en ronflant qu'ils remplirent nos voiles d'un vent favorable. À peine fûmes-nous arrivés dans l'autre île que nous trouvâmes sur le rivage des marchands qui vendaient de l'appétit, car on en manquait souvent parmi tant de ragoûts. Il y avait aussi d'autres gens qui vendaient le sommeil. Le prix en était réglé tant par heure. Mais il y avait des sommeils plus chers les uns que les autres, à proportion des songes que l'on voulait avoir. Les plus beaux songes étaient fort chers. J'en demandai des plus agréables pour mon argent. Et comme j'étais lasse, j'allais d'abord me coucher. Mais à peine fus-je dans mon lit que j'entendis un grand bruit. J'eus peur et je demandai du secours. On me dit que c'était la terre qui s'entr'ouvrait. Je crus être perdu, mais on me rassura en me disant qu'elle s'entrouvait ainsi toutes les nuits à une certaine heure pour vomir avec un grand effort des ruisseaux bouillants de chocolat moussé et des liqueurs glacées de toutes les façons. Je me levai à la hâte pour en prendre. Elles étaient délicieuses. Ensuite je me recouchai, et dans mon sommeil je crus voir que tout le monde était de cristal, que tous les hommes se nourrissaient de parfums quand il leur plaisait, qu'ils ne pouvaient marcher qu'en dansant, ni parler qu'en chantant, qu'ils avaient des ailes pour fendre les airs et des nageoires pour passer les mers. Mais ces hommes étaient comme des pierres à fusil. On ne pouvait les choquer qu'aussitôt ils ne prissent feu. Ils s'enflammaient comme une mèche, et je ne pouvais m'empêcher de rire, voyant combien ils étaient faciles à émouvoir. Je voulus demander à l'un d'eux pourquoi il paraissait si animé. Il me répondit en me montrant le poing qu'il ne se mettait jamais en colère.
À peine fus-je réveillé que vint un marchand d'appétit, me demandant de quoi je voulais avoir faim, et si je voulais qu'il me vendît des relais d'estomac pour manger toute la journée. J'acceptai la condition. Pour mon argent, il me donna 12 petits sachets de taffetas que je mis sur moi et qui devaient me servir comme 12 estomacs pour digérer sans peine 12 grands repas en un jour. À peine je pris les 12 sachets que je commençai à mourir de faim. Je passai ma journée à faire 12 festins délicieux. Dès qu'un repas était fini, la faim me reprenait, et je ne lui donnais pas le temps de me presser. Mais comme j'avais une faim avide, on remarqua que je ne mangeais pas proprement. Les gens du pays sont d'une délicatesse et d'une propreté exquise. Le soir, je fus lassé d'avoir passé toute la journée à table comme un cheval à son râtelier. Je pris la résolution de faire tout le contraire le lendemain et de ne me nourrir que de bonnes odeurs. On me donna à déjeuner de la fleur d'oranger. À dîner, ce fut une nourriture plus forte. On me servit des tubéreuses. Je n'eus que des jonquilles à la collation. Le soir, on me donna à souper de grandes corbeilles pleines de toutes les fleurs odoriférantes, et on y ajouta des cassolettes de toutes sortes de parfums. La nuit, j'eus une indigestion pour avoir trop senti d'odeurs nourrissantes. Le jour suivant, je jeûnai pour me débarrasser de la fatigue des plaisirs de la table. On me dit qu'il y avait dans ce pays-là une ville singulière, et on me mit dans une petite chaise de bois fort légère et toute garnie de grandes plumes, et on attacha cette chaise avec des cordes de soie 4 grands oiseaux, grands comme des autruches, qui avaient des ailes proportionnées à leur corps. Ces oiseaux prirent d'abord leur vol. Je conduisis les rennes du côté de l'Orient qu'on m'avait montré. Je voyais à mes pieds les hautes montagnes, et nous volâmes si rapidement que je perdais haleine en fondant la vague de l'air. En 1 heure, nous arrivâmes à cette ville si renommée. Elle est toute de marbre, et elle était 3 fois grande comme Paris. Toute la ville n'est qu'une maison. Il y a 24 grandes cours, dont chacune est grande comme les plus grands palais du monde. Et au milieu de ces 24 cours, il y en a une 25e qui est 6 fois plus grande que chacune des autres. Tous les logements de cette maison sont égaux, car il n'y a point d'inégalité de conditions entre les habitants de cette ville. Il n'y a ni domestique, ni petit peuple. Chacun se sert soi-même, personne n'est servi. Il y a seulement des souhaits qui sont de petits esprits follets, voltigeants, qui donnent à chacun tout ce qu'il désire dans le moment même. En arrivant, je reçus un de ces esprits qui s'attacha à moi et qui ne me laissa manquer de rien. À peine me donna-t-il le temps de désirer. Je commençais même à être fatigué des nouveaux désirs que cette liberté de me contenter excitait sans cesse en moi, et je compris par expérience qu'il valait mieux se passer de choses superflues que d'être sans cesse dans de nouveaux désirs sans pouvoir jamais s'arrêter à la jouissance tranquille d'aucun plaisir. Les habitants de cette ville étaient polis et obligeants. Ils me reçurent comme si j'avais été l'un d'entre eux. Dès que je voulais parler, ils devinaient ce que je voulais, et le faisaient sans attendre que je m'explicasse. Cela me surprit, et j'aperçus qu'ils ne parlaient jamais entre eux. Ils lisent dans les yeux les uns des autres tout ce qu'ils pensent, comme on lit dans un livre. Et quand ils veulent cacher leurs pensées, ils n'ont qu'à fermer les yeux.
Ils me menèrent dans une salle où il y eut une musique de parfums. Ils assemblent les parfums comme nous assemblons les sons. Un certain assemblage de parfums, les uns plus forts, les autres plus doux, fait une harmonie qui chatouille l'odorat, comme nos concerts flattent l'oreille par des sons tantôt graves, tantôt aigus. En ce pays-là, les femmes gouvernent les hommes. Elles jugent les procès, elles enseignent les sciences et vont à la guerre. Les hommes s'y fardent et s'y ajustent le matin jusqu'au soir. Ils filent, ils travaillent à la broderie, et ils craignent d'être battus par leurs femmes quand ils ne leur ont pas obéi. On dit que la chose se passait autrement il y a un certain nombre d'années, mais les hommes, servis par les souhaits, sont devenus si lâches, si paresseux et si ignorants que les femmes furent honteuses de se laisser gouverner par eux. Elles s'assemblèrent pour réparer les maux de la République. Elles firent des écoles publiques où les personnes de leur sexe qui avaient le plus d'esprit se mirent à étudier. Elles désarmèrent leurs maris qui ne demandèrent pas mieux que de ne jamais aller au coup. Elles les débarrassèrent de tous les procès à juger, veillèrent à l'ordre public, établirent des lois, les firent observer et sauvèrent la chose publique, dont l'inapplication, la légèreté et la mollesse des hommes auraient sûrement causé la ruine totale. Touché de ce spectacle et fatigué de tant de festins et d'amusements, je conclus que les plaisirs des sens, quelque variés, quelque faciles qu'ils soient, avilissent et ne rendent point heureux. Je m'éloignai donc de ces contrées en apparence si délicieuses, et de retour chez moi, je trouvai dans une vie sobre, dans un travail modéré, dans les mœurs pures, dans la pratique de la vertu, le bonheur et la santé que n'avait pu me procurer la continuité de la bonne chère et la variété des plaisirs.